profite du peu de temps qu'elle a entre deux cours pour une petite consultation privilégiée avec un médecin. Cette étudiante en histoire est allergique au gluten, une protéine qui se trouve dans les céréales comme l'avoine, le blé, l'orge et le seigle. Une allergie qui l'empêche de consommer beaucoup d'aliments comme le pain et les pâtes. Yasmine n'a pas vraiment une alimentation variée. Je suis pas satisfaite de mon alimentation. J'aimerais bien arrêter de manger trop gras, comme les chips, je mange trop de chips, et manger plus de fruits. Mais varier sur tous les fruits, pas manger tout le temps les mêmes. Et voilà, et puis manger à heure plus fixe aussi, j'aimerais bien. Et puis déjeuner le matin, j'arrive pas à déjeuner le matin. Voilà, des choses comme ça, basiques. Mais on fait tous des bêtises, alors je m'en veux pas trop. Comme Yasmine, une étude récente de l'Institut CSA, menée sur 12 000 étudiants, a révélé que 44% des jeunes interrogés sautent le petit déjeuner au quotidien. Le grignotage et le manque de temps sont aussi les principaux facteurs du déséquilibre alimentaire de la quasi-totalité des étudiants. Alimentation trop grasse, trop sucrée et pas assez variée, les étudiants ne mangent pas bien. 1 sur 4 avoue ne manger aucun fruit et 1 sur 3 ne mange jamais de légumes. Pour le service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé, il est indispensable de rappeler certains fondamentaux de l'équilibre alimentaire. J'ai certains qui découvrent que le Coca-Cola est plein de sucre, encore aujourd'hui, que manger des desserts lactés, eh ben, c'est pas tout à fait la même chose que de manger des yaourts, que déjeuner dans les fast-foods type grec, c'est ce qu'ils appellent grec, c'est très très gras, et comment lire une étiquette nutritionnelle, ça aussi ils ne savent pas. Pour le docteur Lefebvre, le stand d'alimentation est l'occasion de répéter que bien s'alimenter rime avec bonne santé, l'occasion aussi de donner des conseils comme privilégier une salade préparée la veille au sandwich le midi, pratiquer du sport et ne pas rester focalisé sur sa balance. Alors il y a une cafétéria à l'université libre, ce qui est très pratique pour déjeuner le midi si on n'a pas trop le temps. Alors moi j'y mange souvent à cette cafétéria, je dirais au moins 3 fois par semaine. En général le lundi, le mercredi et le jeudi, et puis parfois aussi d'autres jours. Et voilà, ça c'est une habitude que j'ai depuis le début du semestre. J'aime bien cet endroit. En fait c'est une pièce assez grande et rectangulaire. Et donc à gauche en entrant, vous avez le bar où passer la commande avec tous les sandwichs en présentation et puis le menu qui est inscrit sur le mur. Et à droite de la salle, vous avez les tables où vous pouvez vous asseoir. C'est des petites tables, mais bon, on peut quand même manger à 4. C'est des tables en plastique, donc on peut les déplacer si on est plusieurs. Donc c'est un endroit qui est convivial et simple. En fait, on vous apporte après un plateau repas. Ce qui est agréable, c'est que c'est de la nourriture fraîche qui est préparée sur place et que il y a des professeurs, des élèves qui viennent manger et que c'est assez lumineux. C'est très convivial. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de choix dans le repas. Hein, pour le plat chaud, il y a un menu qui change chaque jour, mais bon, qui est le même menu pour tout le monde. Bon, c'est vrai que c'est une petite cafétéria. Bon, après, il y a toujours les sandwichs. C'est vrai qu'il y a plus de choix quand même dans les rues en France en général, dans les restaurants universitaires. Mais bon, ce qui est absolument délicieux, c'est les jus de fruits frais qui sont servis donc avec le plat chaud. En fait, ils sont toujours variés. Chaque jour, on peut découvrir un fruit qu'on ne connaît pas forcément donc en tant que Français. Et c'est absolument délicieux. Le plat chaud, lui, c'est souvent donc de la viande, du riz, des pommes de terre. Alors, il y a toujours du riz. Après, le légume peut varier. Et j'ai toujours trouvé ça très très bon. Et il y a aussi éventuellement des petits gâteaux à goûter pour le dessert qui sont très très appétissants. On s'imagine souvent que l'anorexie et la boulimie sont les seuls troubles alimentaires, alors que c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est ce qui explique que 50% des gens qui souffrent de troubles alimentaires ne sont pas diagnostiqués. Les troubles alimentaires sont mal diagnostiqués, mal évalués car méconnus. Durant les dernières semaines, on vous a invité à répondre à un sondage sur notre site à savoir si vous croyez souffrir d'un trouble alimentaire. Et effectivement, 40% des répondants nous ont dit qu'ils croyaient souffrir d'un trouble alimentaire autre que la boulimie et l'anorexie.
Nous vous invitons à répondre à un test que nous avons mis sur notre site auquel les participants du groupe de Muller ont répondu pour vous aider à savoir si vous aussi souffrez d'un trouble alimentaire. Donc, je vous inviterai à venir répondre au questionnaire et en même temps répondre au sondage qui va être notre prochaine vidéo sur la santé et les restrictions alimentaires. Pourquoi c'est si important de savoir si on souffre d'un trouble alimentaire? C'est que la dernière chose à faire, c'est un régime, car les régimes exacerbent le trouble alimentaire alors que vous pouvez en guérir. Si on considère que le cerveau, c'est une machine, un moteur qui produit de la mémoire, quels sont les éléments essentiels qu'on va trouver au niveau de l'alimentation? Tout d'abord, les acides gras insaturés, qu'on retrouve dans les huiles végétales, notamment comme le colza. C'est un élément important parce qu'il forme la membrane des neurones, c'est-à-dire la cellule nerveuse. Autre chose, les glucides, on va penser que c'est l'essence du moteur. C'est plus de 50% de la ration énergétique journalière sous forme de sucre rapide. Et la bougie, c'est quoi? C'est la vitamine B1. La vitamine B1 qu'on trouve dans les légumes secs, les légumes verts et les fruits. Donc vous avez à peu près tous les éléments. Qu'est-ce qui manque maintenant? C'est l'oxygène, important pour faire brûler tout ça et apporter l'énergie nécessaire au cerveau. Il ne faut pas oublier que le fer également, c'est un élément important dans le sens que le fer, il est lié à l'oxygène dans le globule rouge et qui va apporter cet oxygène dans tout l'organisme et notamment dans notre moteur, c'est-à-dire le cerveau. Alors, pour booster les performances intellectuelles, je crois qu'il faut éviter de grignoter. Tout d'abord, c'est une prise de poids quand on grignote et facteur d'hypoglycémie, c'est-à-dire une chute du sucre dans l'organisme et on diminue de 30 à 35% ses performances intellectuelles. Alors, les éléments que je voudrais dire à la veille de l'examen, c'est surtout avoir un repas équilibré avec un apport de protéines au déjeuner et au dîner, une portion, soit sous forme de viande, de poisson ou bien des œufs. Au petit déjeuner, la part de protéines par les laitages accompagnée de céréales, parce que dans les céréales, on va trouver notre bougie, c'est-à-dire la vitamine B1, et une hydratation assez complète. Mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi un repos psychique. Ce n'est pas le moment de rentrer en conflit avec ses parents, ce n'est pas le moment d'avoir une rupture avec sa petite amie. Donc tous ces éléments permettent au cerveau de se régénérer et d'être prêt à assimiler, c'est-à-dire produire de la mémoire.